Bienvenue à cette autre édition de notre podcast en mode virtuel. On aura l'occasion dans les prochaines minutes de parler d'une plateforme bien spéciale. J'ai bien hâte d'en discuter avec son président fondateur parce que vous allez voir qu'il y a des détails qui sont fort intéressants qui pourraient vous aider, entre autres, à rencontrer des gens très pertinents dans le milieu des affaires et créer des liens aussi dans vos événements. Alors, on va en parler en détail. On a avec nous Guillaume Fortin qui est le président fondateur de PairConnex. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. C'est un plaisir d'abord de t'accueillir avec nous pour discuter un petit peu de la plateforme. Une plateforme qu'on entend parler beaucoup, de plus en plus avec la pandémie, ça a touché beaucoup de monde. Évidemment, ça a évolué beaucoup. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais juste avant, Guillaume, peut-être parler un petit peu de ce qu'était PairConnex avant, d'où ça vient, c'est quoi l'origine, et qu'est-ce qui fait que ça a évolué et que ça a traversé la pandémie de la façon que ça le fait? Ouais, c'est une bonne question. Quand on a fondé l'entreprise il y a 9 ans, on a toujours été, nous, dans le matchmaking. Donc, le matchmaking, c'est d'essayer d'évaluer la compatibilité ou la complémentarité entre des personnes, entre des humains, à partir de questions qu'on leur pose. Puis au début, on était dans le recrutement. C'était vraiment comme ça qu'on a parti le projet il y a 9 ans. L'idée, c'est de voir est-ce qu'une personne qui applique pour un poste va bien s'intégrer à l'équipe qui est en poste et tout ça. Alors, on a développé un algorithme avec une plateforme technologique qui était derrière ça. Puis, bon an, mal an, il y a des gens qui sont mis à nous appeler en disant « Écoute, c'est intéressant, mais est-ce que tu pourrais appliquer ce concept-là à d'autres concepts que le recrutement? » Puis moi, je suis quelqu'un qui avait un passé dans le domaine de tout ce qui est événementiel, milieu associatif, etc., les chambres de commerce. Alors, on s'est mis à faire d'autres projets jusqu'au jour où on a été très impliqué dans tout ce qui est événements de réseautage, donc tous les événements d'affaires où il y avait à mettre des personnes en relation. Donc, avant la pandémie, là, juste avant, essentiellement, on faisait du matchmaking pour des grands événements d'affaires, que ce soit de la prise de rendez-vous entre les participants, que ce soit organiser des agendas de rencontres à des personnes ou encore subdiviser un groupe de participants en plus petits groupes, mais toujours en utilisant la compatibilité pour s'assurer que les rencontres entre les participants soient vraiment pertinentes. Et puis là, la pandémie a frappé il y a 2 ans et puis on se retrouve à perdre presque tous nos mandats qui étaient prévus parce que c'était des événements en personne qui devaient avoir lieu. Alors, on a eu l'idée de dire pourquoi pas brancher cette plateforme-là à des outils de vidéoconférence. Et puis, avec le temps, là, on s'est mis à ajouter d'autres fonctionnalités et tout ça, jusqu'à devenir une plateforme événementielle complète qui peut faire à la fois des événements virtuels, présentiels. On est beaucoup dans le hybride actuellement, mais avec tous les éléments. Sauf qu'on se concentre uniquement, nous, sur le volet connexion professionnelle. Donc, on vient intervenir toujours quand il y a un volet où les gens doivent se parler, interagir, que ce soit réseauter, échanger, collaborer. Alors, c'est là où on a une force, puis on collabore avec des compagnies de web diffusion pour le volet qu'on vient filmer et diffuser à travers la plateforme. Comment ça fonctionnait quand c'était en présentiel? Parce que c'est quoi? C'était une application dont les gens remplissaient quelque chose avant l'événement ou sur place, puis à la suite de ça, c'est là que l'algorithme dont tu parlais entrait en action pour pouvoir les connecter avec les gens, mais en étant sur place, c'est ça? Essentiellement, on faisait 3 types de jumelage. Donc, chaque projet, à chaque fois, ça commence par la création d'un questionnaire qu'on fait avec le client. Chaque questionnaire est différent. Ils sont préliés à nos algorithmes. Alors, on va essentiellement demander aux clients, aux participants de l'activité, qui es-tu? Qu'est-ce qui t'intéresse? C'est quoi tes centres d'intérêt, etc., de quoi tu as envie de discuter. Puis aussi, qui aimerais-tu rencontrer? Donc, à partir de là, on est capable de leur faire des recommandations puis de calculer la compatibilité entre tous les participants. Vraiment de calculer un score de compatibilité entre tout le monde. Donc, quand on était en présentiel, ce qu'on faisait, c'est 3 types de jumelage. On pouvait, par exemple, à partir d'un compte que les gens pouvaient consulter sur leur mobile, les gens remplissaient le questionnaire à l'inscription à l'avant, mais ensuite, sur leur mobile, pouvaient voir des recommandations de rencontres. Donc, ils voyaient la liste de tous les participants à l'activité, mais plutôt que leur présenter en ordre alphabétique, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur disait, voici qui tu devrais rencontrer en premier à l'événement d'aujourd'hui. Et voici pourquoi. Donc, on vient leur expliquer qu'est-ce que tu as en commun avec cette personne-là, pourquoi cette personne-là correspond à ta cible, etc. Et on annexait ça avec un outil de prise de rendez-vous. Donc, les gens pouvaient se prendre un rendez-vous, puis il n'était pas rare que nous, on allait sur place animer un salon de réseautage avec des tables numérotées. Donc, la plateforme, lorsque le rendez-vous était confirmé, ça leur attribuait une table, par exemple, et là, les gens avaient à se présenter pour se rencontrer. Fait que ça, c'est un des types de réseautage qu'on faisait beaucoup. Ce qu'on faisait beaucoup, c'est intervenir dans ce que j'appelle des agendas de
rencontre. Alors là, c'est quand l'organisateur, plutôt que de laisser les gens librement s'inviter pour des rendez-vous, il veut leur proposer un agenda de rencontre. Donc, ça peut être ce qu'on appelle en bon français du speed networking. Donc, j'ai des rendez-vous de prix. On m'organise, par exemple, 5 rondes de rendez-vous. Ça peut être en duo ou ça peut être en table de plusieurs personnes. Et puis là, nous, on venait optimiser les tables, mais aussi ajouter des règles pour s'assurer que 2 personnes ne se recroisent pas pendant l'événement à la même table, s'assurer qu'on peut séparer les concurrents, des choses comme ça. Donc, on vient vraiment paramétrer pour essayer d'optimiser que pendant ton activité, tu vas vraiment rencontrer les personnes qui sont les plus intéressantes pour toi. Puis, on travaille toujours aussi sur du win-win. On essaie de voir que ce soit pas juste un des deux qui a envie de rencontrer l'autre. Donc, on va toujours favoriser une rencontre où les deux ont vraiment un intérêt à se rencontrer pour que, en sortant, il n'y en ait pas un qui soit très content puis l'autre soit complètement déçu de sa rencontre parce qu'il n'a pas rencontré qui il voulait. Puis, le dernier type de réseautage qu'on faisait beaucoup, c'était de créer des groupes. Alors, je donne un exemple. On est très connu pour un projet qu'on fait avec les chambres de commerce du Québec qui s'appelle les clans d'affaires. Ça roule, je pense qu'on est à notre 22 ou 23e cohorte actuellement. Ça roule depuis 5 ans. Alors, essentiellement, c'est les chambres de commerce prennent des inscriptions à peu près 2 mois. On va chercher 150 inscriptions. Puis nous, avec l'algorithme, avec le questionnaire que les participants ont rempli, on vient subdiviser les gens en sous-groupes de à peu près 15-20 personnes qui sont très compatibles, où on vient séparer les concurrents et tout ça. Et puis là, les gens se rencontrent à travers une série de rencontres pour réseauter. Donc, on vient vraiment créer des groupes. Ça aurait pu s'appliquer le même algorithme à dire, je veux faire un plan de salle. Donc, j'ai un gala, j'ai 500 personnes, puis je veux les diviser en 50 tables de 10. Comment m'assurer que ceux qui sont venus à 2 vont rester ensemble, que les concurrents seront pas ensemble, puis qu'on va faire un plan de salle optimisé pour qu'à chaque table, le monde ait du plaisir puis qu'ils puissent discuter ensemble de ce qui les intéresse. Fait que c'était vraiment comme ça qu'on intervenait. Ben ça, c'est vraiment génial. Donc, il y a 3 façons, les gens qui peuvent eux-mêmes planifier leur rendez-vous selon l'algorithme, ce qui est suggéré. Vous leur suggérez des rencontres ou encore une fois, là, c'est des groupes qui peuvent se diviser selon les critères qui sont demandés. Mais déjà là, c'est génial. C'est vraiment génial. Mais il y a 2 ans, presque jour pour jour, au mois de mars, est arrivée la pandémie. On a tendance à croire en regardant, tu sais, quand on va sur votre site, puis quand on regarde tout ce que vous faites, puis tout ça, on a tendance à dire, bon, ben, c'est ce qu'ils faisaient, c'était déjà là, mais ça a donné un coup aussi. Ça a demandé de repenser. Comme si les premiers jours, premières semaines, là, comment ça s'est vécu de votre côté? Comment vous avez réagi? Moi, je me souviens très bien. J'étais dans un événement avec un client le jour où on a appris que la pandémie, là, que les gens devaient annuler les activités et tout ça. Puis là, ça a fait boule de neige. En 2 jours, nous, on a perdu 50% des contrats qui étaient prévus. Le 13 et 14 mars 2020, je m'en souvenais pour toujours. Puis nous, on avait eu l'idée à l'époque de dire, ben écoute, pourquoi on fait pas un petit coup de publicité? Puis la pandémie, ça va durer quelques mois. On pensait jamais que ça allait durer 2 ans. On s'est dit, on va brancher notre outil de prise de rendez-vous à une solution de vidéoconférence. Comme ça, les gens, quand ils vont s'organiser des rendez-vous, ben ils vont pouvoir le faire à distance. Alors, c'est comme ça que l'idée est née. Et puis, dans les jours qui ont suivi, en parlant avec un de nos clients, où on se parlait pour un autre sujet complètement, mais je lui ai présenté ce qu'on comptait faire et tout ça, puis il nous a dit, écoute, c'est une super idée, on veut travailler avec vous, on veut vous engager pour faire ce projet-là. Alors, ça a été le premier mandat qu'on a fait. On a lancé une première plateforme pour aider à l'époque les entrepreneurs à réseauter entre eux, une plateforme qui s'appelait Click B2B, qu'on avait rendu gratuitement accessible aux gens d'affaires pour briser l'isolement du début de la pandémie. À l'époque, là, tout le monde était inquiet et tout ça. Et puis, ça nous a amené un 3e projet. Et rappelez-vous, à l'époque, les gens se sont lancés beaucoup dans les webinaires. Ma clientèle à moi, le public associatif, là, eux ont tous mis à faire des webinaires gratuits et tout ça. Mais là, ils nous appelaient en disant, les participants, ils disent qu'il leur manque le volet réseautage. Tu sais, avant, quand ils venaient dans nos événements, ils pouvaient parler avec du monde, puis là, ils ne retrouvent pas ça. Donc, est-ce que vous pourriez nous aider à amener ça? Puis on s'est aperçu que c'était beaucoup plus facile d'intégrer la web diffusion sur notre plateforme que nous, avec tous nos algorithmes, d'aller se brancher sur des plateformes existantes. Alors, on a permis d'ajouter ces fonctionnalités-là. Et puis là, avec le temps, des clients nous ont demandé d'ajouter des kiosques virtuels, des forums de discussion, un clavardage, donc toutes les autres
fonctionnalités, comme on avait déjà une équipe de programmation à l'interne, on les a développées, on les a ajoutées. Puis on se retrouve aujourd'hui avec une plateforme 2 ans plus tard qui a été utilisée sur des centaines d'événements virtuels et hybrides, qui est complète, qui est super versatile, qui peut s'adapter à n'importe quel projet. Et puis, écoute, on peut presque tout faire maintenant sur la plateforme, mais on l'a développé en temps réel, en faisant des projets depuis 2 ans. Mais c'est fou, hein, comment ça s'est développé. Je veux dire, sans la pandémie, c'est clair qu'on n'aurait jamais pris une vitesse aussi rapide pour bien des types de projets ou d'événements ou de plateformes comme vous autres. Ça nous a forcé la main à s'ajuster, ça c'est clair. Mais ça a amené des choses, des évolutions extraordinaires parce que ça a poussé beaucoup plus loin le monde des affaires, de la rencontre. C'est vraiment différent. Là, on s'en va vers... on est parti du 100% présentiel, on est allé 100% virtuel, là, on tombe en mode hybride, on ne sait plus, on revient, puis là, on s'en retourne vers le présentiel. On s'en va vers quoi, selon toi, Guillaume? Là? À quoi ça va ressembler? Quelqu'un qui veut préparer peut-être son automne, des congrès ou des événements dans les mois à venir, dans l'année à venir, on fait ça comment? Là? On voit ça comment? Ouais, nous on mise beaucoup sur le hybride. Je pense que le hybride a été mal perçu par certains organisateurs d'événements, comme quoi on doit tout faire en double. Donc, j'ai vraiment un public sur place qui vit une programmation, puis exactement la même programmation est vécue à distance par des gens qui ont acheté un billet à distance. On a découvert, en faisant des projets, parce qu'on en a fait plusieurs depuis l'automne dernier, que le hybride, l'avantage, c'est que tu peux faire vivre ton événement en 2 temps. Tu peux avoir, oui, des éléments qui se passent en même temps, ou par exemple, tu as des conférences en plénière dans une salle qui sont retransmises sur la plateforme avec une web diffusion. Mais tu peux aussi décider, par exemple, après l'événement, rendre disponible des enregistrements de conférences que tu as eues dans le passé, poursuivre le réseautage en virtuel pour les gens qui n'ont pas eu le temps de se rencontrer pendant l'événement, donner de la visibilité à tes commanditaires par des contenus qui peuvent diffuser ou des rencontres après l'événement ou avant l'événement. Donc, l'espace-temps de ton événement qui avant se limitait au moment où tu as loué une salle, essentiellement, tu avais une salle de 8 heures le matin à 16 heures, ton événement devait rentrer là-dedans. Ben là, tu peux commencer avant en virtuel, avoir un volet sur place, le poursuivre pendant quelques semaines, quelques mois, même après, avec du réseautage, des contenus exclusifs, des choses, etc. Et même pendant l'événement, il peut y avoir une programmation qui est complètement en parallèle, mais qui est différente. Donc, il n'est pas rare que j'ai des ateliers sur place qui se passent avec des participants strictement en présentiel et que j'ai des ateliers virtuels sur d'autres thèmes qui se passent en parallèle aussi. On est même capable maintenant d'organiser des rencontres entre des gens qui sont sur place et des gens à distance. On voyait des images qui tournaient tantôt d'un congrès qu'on a fait en décembre dernier à Val-d'Or. Et puis, c'est avec la communauté CRI, avec qui on travaille beaucoup avec un client sur une plateforme qui s'appelle Alia. Et puis, eux se sont retrouvés 5 jours avant leur événement où il y a eu une directive du gouvernement de la communauté CRI en disant on aimerait que vous soyez pas en contact avec les gens du Sud parce qu'on veut pas ramener le nouveau variant Omicron qui venait de sortir à l'époque, on veut pas le ramener dans les communautés éloignées et tout ça. Donc, ils ont pris la décision à 5 jours de l'événement qu'un événement qui allait être présentiel, tous les gens à distance tous les gens qui étaient de l'extérieur de la région allaient pas pouvoir venir et allaient devoir vivre l'événement en virtuel. Donc, on a pu se retourner de bord très facilement en juste changeant quelques configurations, puis d'avoir un événement qui est devenu complètement hybride avec la même plateforme, sans coût supplémentaire pour le client, où les gens étaient sur place, avaient des gens à distance, puis pour le volet rendez-vous de réseautage, tu avais des gens sur place qui faisaient des rencontres en face à face, tu avais des gens à distance qui faisaient des rencontres en virtuel, puis de temps en temps, tu avais même des gens sur place qui sortaient leur ordinateur, mettaient leurs écouteurs, puis faisaient une rencontre avec quelqu'un à distance. Alors, tout ça s'est passé de manière super smooth, à 5 jours de préavis, parce qu'il y a eu un nouveau variant tout d'un coup. Alors là, on parle des variants puis des imprévus, mais ça pourrait être une tempête de neige, ça peut être plein de choses qui arrivent, qui fait que quelqu'un, finalement, peut pas se déplacer. Donc, en planifiant tout de suite en hybride, ça donne, je trouve, une tranquillité d'esprit aux organisateurs que peu importe ce qui va arriver, votre événement, vous allez pouvoir le tenir, vous ne serez pas obligé de l'annuler, vous ne serez pas obligé de le reporter. Puis même là, vous allez bonifier
l'expérience de vos participants parce que vous allez leur ajouter des choses qu'ils n'auraient pas pu vivre en allant juste à l'événement sur place. Alors, ça veut pas dire que les gens n'ont pas envie de retourner en présentiel. C'est sûr que le monde a envie d'y aller, puis go, on le fait, puis on a hâte de revenir. Mais ça veut dire qu'on garde un volet. On a appris qu'on pouvait bonifier nos événements maintenant avec le virtuel, donc pourquoi pas l'ajouter à l'expérience. Puis l'autre volet aussi qu'on a découvert, je trouve, pendant la pandémie, c'est tout le volet géographique, où il y a des gens qui se sont mis à aller dans des événements virtuels auxquels ils ne se seraient jamais inscrits parce que c'était trop loin de où ils étaient, soit des fois des gens à l'international ou dans des régions, le Québec c'est grand. Donc maintenant, vous pouvez leur vendre des billets pour vos événements à ces gens-là aussi parce qu'ils ne se seraient pas déplacés, mais ils veulent y assister en virtuel. Donc, en bout de ligne, c'est de permettre à un plus large public d'assister, peu importe leurs préférences, leur réalité. Vous vous privez pas d'avoir du monde à vos événements, vous leur offrez juste une meilleure expérience. Ouais, puis je pense que ça, quand on discute avec des gens, je reviens souvent là-dessus parce que il y en a, oui, effectivement, là, il y en a qui sont un peu tannés des écrans parce qu'on a passé beaucoup de temps devant les écrans, mais il y a deux côtés de médaille. Il y a un côté très positif à celui-là aussi, une énorme économie de temps, d'argent, de déplacement qu'on s'évite parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont dans les grandes villes, Montréal, Québec. Ben, on n'est pas tout le temps, comme tu dis, dans ces coins-là. C'est pas nécessairement évident qu'on veut se payer l'hébergement, le transport et tout ça, ce qui entoure le congrès. Donc, une énorme économie sur plein de points qui font que ça rend l'aspect hybride ou en tout cas l'aspect virtuel encore intéressant, je pense. Puis avant la pandémie, on le voyait pas de la même façon, évidemment. On a vu aussi que tout s'est professionnalisé. Ça s'est amélioré, ça c'est comme tu le disais, il y a plein de choses. Et puis même dans le volet web diffusion, puis je fais une petite parenthèse, nous ça fait depuis 2008 qu'on est spécialisé en web diffusion, mais pareil comme vous, quand la pandémie est arrivée, on a dû revoir notre façon de faire, revoir les outils disponibles, travailler avec d'autres logiciels, voir comment on allait s'adapter à la nouvelle réalité. Et puis ça, je pense que maintenant, le virtuel fait partie de la réalité des gens. Puis je pense que je suis d'accord avec toi que ça va rester en quelque part parce que la façon hybride, maintenant, c'est un plus qu'on offre comme expérience. Puis ce que je retiens aussi de ce que tu as dit, c'est dans la durée dans le temps aussi. Ça peut commencer avant, ça peut s'étirer après. Puis il y a des choses qu'on peut pas avoir juste en présentiel, qu'on est capable de faire vivre aussi lorsqu'on est en hybride, parce qu'on est capable de créer du contenu différent. Vous autres, ce qui vous distingue vraiment, puis ça, je trouve ça génial aussi, c'est cet algorithme-là que vous aviez développé avant, puis cette force-là de réseautage. Donc, les gens qui sont à la maison, là, qui cherchent à faire connecter les gens, puis qui se disent « Ouais, mais sur le web, c'est pas aussi facile. » Ben, vous, en tout cas, vous avez les bons outils pour y arriver, là. Essentiellement, moi, je me vois comme un outil d'aide à la décision. Tu sais, tu rentres dans un événement avant, il y avait 400 personnes, puis là, tu allais parler au hasard avec des gens te demandant, tu sais, ça va être qui, tout ça. Maintenant, on est capable de t'aider à cibler des gens qui vont être intéressants pour toi, qui vont avoir des points en commun avec toi, des sujets d'intérêt. Puis tu sais, on travaille pas juste sur le volet, essayer de se vendre une relation client-fournisseur. On est capable de travailler sur des axes de complicité pour des gens qui pourraient partager des points en commun, des intérêts communs pour travailler ensemble, s'aider à apprendre, à collaborer. On peut travailler sur des dynamiques de partenariat au niveau de nos algorithmes pour des gens qui ont des cibles en commun, qui pourraient peut-être s'aider à atteindre ces cibles-là en se référençant à des gens. Donc, on est vraiment là pour les guider, aller vers les bonnes personnes. Oui, c'est le fun d'aller dans un cocktail où il y a plein de monde et tout ça, mais il y a un gros volet hasard qui est plus difficile. Donc, nous, on est un peu comme la petite personne qui s'assoirait sur l'épaule de la personne pour lui souffler dans l'oreille. Écoute, tu devrais parler à telle personne, puis quand tu vas lui parler, écoute, aborder tel ou tel sujet, c'est ça que vous avez en commun. Donc, on vient un peu accélérer la prise de relation entre les gens pour que, rapidement, il y ait une relation qui est fructueuse, qui puisse se créer, puis que ce soit des relations qui perdurent. Donc, non seulement on va guider les gens, mais on va leur offrir les outils pour qu'ils puissent s'organiser cette rencontre-là et la vivre également. C'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment génial. Avec la plateforme, il y a tout l'aspect réseautage qu'on vient de parler. Il y a des kiosques, des ateliers collaboratifs, des forums de discussion, des tables rondes, clavardage, affichage d'opportunités. C'est vraiment... Vous avez vraiment développé toutes sortes d'outils. Donc là, quelqu'un qui veut
faire un événement, soit dans les prochains mois, soit dans la prochaine année, c'est quoi les étapes? Est-ce que d'où vous les prenez et jusqu'où vous les amenez? Jusqu'à quel point le client doit être autonome ou peut soit en faire plus ou vous laisser faire? Comment ça fonctionne? C'est quoi le processus du début à la fin avec vous? Ben, habituellement, ça va commencer par une discussion. Ils vont nous appeler, ils vont nous présenter le projet. On va essayer de leur proposer des outils qui peuvent leur aider à atteindre les objectifs qu'ils ont. Des fois, il y a différentes manières d'arriver au même objectif. Alors, nous, on a différents outils pour différents budgets, pour différents types d'activités aussi pour arriver au même résultat. Alors, on va parler avec eux, on va leur présenter jusqu'à temps qu'on arrive à trouver une solution ensemble là, pour qui va correspondre à leur projet. Une fois que leur projet est lancé, on va configurer la plateforme pour le client. On va vraiment s'assurer. Donc, le client, c'est sûr qu'il doit nous fournir des informations comme des logos, des visuels, parce qu'on va habiller la plateforme à ses couleurs, avec ses contenus, etc. Donc, on lui donne une liste de requis à nous préparer. Mais une fois que c'est fait, nous, on le configure pour lui. Et ensuite, il a accès à un outil d'administrateur, donc une console administrateur. Il va pouvoir devenir autonome dans la gestion de son événement. Il est toujours associé à un membre de notre équipe qui va le guider, qui va être la personne ressource, qui va le guider jusqu'à après l'événement, qui va être également la personne pendant l'événement qui peut se déplacer avec eux pour gérer l'activité, faire le soutien technique aux participants, qui va même faire un post-mortem après l'activité avec le client. Mais ils ont une personne ressource qui va toujours être disponible pour répondre en cas de problème et répondre aussi à leurs utilisateurs. Mais essentiellement, si quelqu'un a besoin de changer une virgule dans un texte parce qu'il s'est aperçu qu'il avait fait une faute, il est autonome. S'il a besoin de créer une activité, il peut aller le faire lui-même. Donc, on essaie de trouver l'équilibre entre l'autonomie du client d'un côté, puis de l'autre côté, d'un bon accompagnement pour qu'il se sente rassuré. On a des clients qui rapidement ils deviennent très autonomes puis ils ont presque plus besoin de nous. D'autres qui nous demandent d'être plus là puis de les aider à faire des choses. Donc, on est vraiment là pour les accompagner jusqu'à la fin. Et puis, les gens trouvent le format qu'ils veulent là, selon l'activité. Au niveau de la plateforme, les gens utilisent ce qu'ils veulent. Donc, si moi, je fais pas de kiosque, on n'installe pas ce module-là. Si j'ai pas besoin de tel ou tel truc ou je fais pas de réseautage ou j'ai pas besoin des forums de discussion, on l'installera pas. Le client payera pas pour ce volet-là. On va juste se concentrer sur son besoin et le client va uniquement utiliser ce qu'il a besoin. Et là, ça fait plusieurs que vous faites, tu l'as dit, depuis le début de la pandémie, je pense que ça a été pas mal occupé. C'est quoi, disons, que les gens qui nous écoutent, là, les erreurs ou les pièges à éviter pour connaître un succès dans un événement virtuel ou hybride? Ouais. Je vais parler. Moi, je pense que c'est important d'aller chercher les bonnes personnes nous entourer. Je parle entre autres du volet web diffusion. Donc vous, c'est ce que vous pouvez offrir de votre côté. C'est important d'avoir une bonne équipe pour vous accompagner là-dedans. Oui, vous pouvez essayer de le faire par vous-même pour économiser des sous. Il y a des solutions gratuites, mais si vous voulez vraiment offrir une expérience intéressante, c'est le fun. Les gens s'attendent à avoir une belle qualité, donc c'est bien d'aller chercher des bons fournisseurs pour vous accompagner dans tous les volets. Nous, on va vous accompagner pour la plateforme et tout le reste également. Des choses qui sont importantes, je dirais, du côté réseautage. On s'est aperçu, par exemple, que dans virtuel, le plus gros ennemi d'une activité réussie, surtout quand ça implique du réseautage, c'est les gens qui se présentent pas, les no-shows dans le jargon de l'événementiel. Quand tu fais des événements gratuits, on en a vu beaucoup en virtuel, il y a plus de no-shows automatiquement. Donc nous, on se méfie des événements gratuits, surtout s'il y a du réseautage 2 par 2, parce que vous vous imaginez bien que quand on fait un événement où est-ce qu'il y a 10 rencontres, 10 séries de rencontres 2 par 2, puis il y en a 5 là-dessus qui sont pas présentées, le participant, il sort avec la moitié de son événement qu'il n'a pas pu vivre. Alors, on a développé des méthodes. Par exemple, on va favoriser des rencontres en plus gros groupes pour justement se préparer. Mais réfléchissez à ça, comment donner un incitatif pour que les gens se présentent à votre activité. Ils seront présents. Et surtout, si vous voulez offrir une activité gratuite, peut-être éviter certains formats de réseautage où les personnes, s'ils se font poser un lapin, vont se retrouver avec rien à faire. L'autre élément qu'on a découvert beaucoup, c'est il faut pas tout décider pour le participant. Il faut lui laisser une certaine liberté. Puis il faut surtout pas aussi l'asseoir de manière passive derrière son écran ou même dans une salle pendant toute une journée. Coupez votre journée avec de l'interactivité. Oui, des périodes de questions, mais des fois, il suffit juste de partir d'une plénière où tout le monde écoute à un atelier où les gens pourraient revenir sur ce qu'ils viennent d'entendre à leur table.
les gens ont plus envie d'être passifs, plus d'écouter pendant toute une journée des contenus. Ils ont envie de couper ça avec de l'interaction, des discussions, des ateliers, du réseautage, des séances de rencontres, des ateliers collaboratifs, des tables rondes. Ça vient vraiment dynamiser votre activité, puis les gens vont sortir de là, que ce soit en présentiel, en hybride ou en virtuel, mais ils vont sortir de là en disant « j'ai vraiment plus aimé ma journée, j'ai eu du bon contenu, puis en plus j'ai pu en discuter, puis échanger mes idées, de passer du de passer du 100% passif à un atelier où on va trouver un bon équilibre entre le contenu que je reçois et le contenu interactif où je peux échanger avec les autres. » Une autre chose que j'aimerais aborder, juste un dernier point, de la plateforme, vous avez aussi développé un aspect plus long terme, parce que là, on parle d'événements, on a parlé de réseautage. Il y a un autre aspect aussi qui est utilisé plus en continu. Est-ce que c'est quelque chose qui, là, est en cours, c'est à venir? Vous en êtes où dans le développement de ce projet-là? Ouais, on a déjà plusieurs projets de ce genre-là. C'est ce que nous, on appelle des plateformes en continu ou de l'animation de communauté. Essentiellement, on a des clients récurrents qui font plusieurs événements par année, souvent des associations avec des membres, et ils veulent que le réseautage ou encore que les forums de discussion, donc tous les services qui sont où les gens ont le contrôle sur la plateforme, ils voudraient que ça se continue entre chaque événement. Alors, on leur offre un service sous abonnement où ils ont accès à une plateforme, une même plateforme à l'année. Ils peuvent organiser toutes leurs activités sur la plateforme, donc ce qui signifie que leurs membres ont un seul compte sur la plateforme pour toutes les activités. Ils peuvent vivre des événements présentiels, ça peut être un petit webinaire de temps en temps ou le gros congrès en salle et tout ça. Ils peuvent vivre des événements hybrides. Et entre chaque événement, ils ont une plateforme, une espèce de centre des membres ou de section des membres où ils peuvent venir faire du réseautage avec les autres membres, participer à des groupes de discussion, voir des opportunités, réécouter des enregistrements des conférences passées, accéder à des contenus, s'inscrire aux prochaines activités. Donc, on devient carrément une espèce de hub où le membre d'une association peut tout vivre son expérience de membre, que ce soit pour l'événementiel ou pour les autres services qui sont offerts par l'association. Alors, pour une association qui fait énormément d'activités dans une année, ben, ça devient un modèle qui est très intéressant parce qu'ils offrent ça comme un service à leurs membres, en plus de ce qu'ils offrent déjà dans leur membership ou dans leur package membership. Oui, parce qu'il y en a déjà beaucoup d'organisations, chambres de commerce et autres organisations qui offrent des services comme ça ou des rencontres ou des façons de réseauter de mois en mois. Ben ça, c'est un très, très bel outil qui vient s'ajouter à ça. Eh bien, écoute, rencontre très intéressante. Évidemment, je connaissais PairConnex, mais ça m'a appris à en connaître encore plus. Et puis, je veux dire que je suis très impressionné par la variété de ce qu'on retrouve. Ce qui est à retenir, c'est vraiment la façon unique que vous avez, parce que, j'en connais pas d'autres qui ont cette façon de faire là pour créer des relations, mettre des gens en relation pour pouvoir échanger, faire du réseautage. Et effectivement, moi, je trouve ça génial parce que qui s'est pas retrouvé dans un 5 à 7 à se demander qui je vais aller rencontrer, puis là, finalement, on discute, puis on n'a pas une éternité de temps, donc on rencontre quelques personnes, et puis finalement, des fois, c'est peut-être pas tout à fait ciblé comme on peut l'avoir avec votre algorithme. Ça, c'est génial, là. Et là, de pouvoir mixer le présentiel, le virtuel et tout ça, ça ajoute une couche qui est vraiment spéciale. Donc, les gens peuvent vous contacter. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une flexibilité dans la façon de travailler, vous aider à monter la plateforme, puis à partir de là, les gens peuvent en faire un peu plus ou un peu moins dans la finition, et tout ça selon leur aisance et tout. Et puis, je pense que vous êtes des bons conseillers avec tout le temps que vous avez mis en événement jusqu'à maintenant pour justement guider les gens vers les bonnes pratiques pour que l'événement se déroule bien. Tout à fait. Guillaume Fortin, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous faire découvrir PairConnex. Bien content de voir l'évolution que vous avez eue au cours des dernières années, puis content de voir que ça va continuer à bien aller. Moi, j'en suis convaincu. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.
On se reparle prochainement. Alors, c'était donc Guillaume Fortin qui était le président de PairConnex. Je vous invite à les contacter aussi si vous avez un événement que vous voulez cibler autour du réseautage. Vous avez bien vu que c'est une solution qui est unique. Et là, que ce soit en présentiel, en virtuel, en hybride, il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez les contacter. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre notre page LinkedIn, également notre infolettre pour être au courant des prochaines émissions, de ce qui s'en vient, de plein de conseils, de capsules et tout ça. Alors, c'est un rendez-vous pour la prochaine émission de En mode virtuel. Merci beaucoup d'avoir été là.